à Lomé, la souriante, la capitale d'un beau pays qui est le Togo. Tout est joli, tout est beau à Lomé. C'est comme un coin de paradis où il fait bon vivre. Les Loméens et les Loméennes sont sympathiques. Tout le monde il est gentil, tout le monde a le sourire à Lomé. Si vous allez à Lomé, la capitale du Togo, dites bonjour à mes amis et que bientôt je reviendrai. Je veux revoir Lomé, la douce, la séduisante, pour me promener le long du boulevard circulaire. Je veux revoir Asigame et ses nanabins, le palais des congrès, l'hôtel du 2 février. Je veux retrouver les beaux dimanches à la plage, depuis l'hôtel Le Bénin jusqu'à Ramatoulaye. Si vous allez à Lomé, la capitale du Togo, dites bonjour à mes amis et que bientôt je reviendrai. Je veux revoir mes vieux amis, mes vieux copains, oh, mes copains de Tokouen, Baguida et Nyekonakwe, pour nous retrouver souvent les soirs au 50-50, ou bien pour aller prendre un pot à la camionnette, ou bien alors à Baguida au Katimini. Vraiment j'ai la nostalgie, nostalgie de Lomé. Si vous allez à Lomé, la capitale du Togo, dites bonjour à mes amis et que bientôt je reviendrai. Bien, mesdames et messieurs, nous voulons d'abord vous présenter toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous commençons cette soutenance du mémoire pour les fonctions mondiales du master en urbanisme de M. Fada Denis Amado Félix, dont le thème des travaux porte la contribution à l'aménagement et au développement local de la cité d'Afrique. Nous allons dire que beaucoup dans mon commission et pour laquelle nous proposons d'aménagement concerté selon les canons qui ont été prescrits par la direction de l'école. Cette séance de violence de ce mémoire s'articulera au point suivant. D'abord, comme nous le constatons, nous allons visiter les planches de son travail de mémoire qui sera suivi par la présentation des membres du jury que nous constituons. 20 minutes puis seront accordées pour présenter son mémoire à la suite desquelles, pendant 55 minutes environ, nous procéderons à une série de questions-réponses. Au terme de cette séquence, c'est l'encadreur auront la parole pour notamment situer le contexte dans lequel ce travail s'est effectué. Il me reviendra par la suite de une synthèse, conclure une synthèse de cette séance de travail. Et au terme de cette dernière séquence, le jury se retirera pour noter cette prestation. Voilà. Donc, je vais me présenter. Je suis Jean Yambo, je suis économiste et urbaniste. J'ai fait des études de la planification, des investissements
En fait, je vais me déplacer. Ouais, c'est ça. Je suis enseignant en Léamo, urbaniste. Merci beaucoup et surtout, merci d'avance de suivre attentivement et dans le silence la présentation de M. Pagla. C'est Pagla de la parole. Merci, Monsieur le Président du jury. Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, chère assistance, bonjour. Nous répondons au nom de Fabla Femi, étudiant en master de urbanisme à l'UAMO. Nous sommes ici ce jour pour vous présenter notre travail de fin d'études sur le thème Contribution à l'aménagement et au développement local de la cité Lacus de Gambier, proposition d'une zone d'aménagement concerté. Le plan de notre présentation se présente comme suit. Nous allons faire une introduction, un bilan analytique, un diagnostic suivi d'une étude de cas, la proposition d'aménagement, la proposition de développement local et les conclusions. Comme introduction, nous pouvons dire qu'il existe 29% de surface terrestre sur l'ensemble du globe. Seul 26% de cette surface terrestre est habitable et se partage par 7,5 milliards d'humains et les autres êtres vivants de l'écosystème. Mais de nos jours, avec l'avènement des changements climatiques, les calottes glaciaires fondent, le niveau des mers augmente et la surface habitable par habitant diminue avec d'autres conséquences et catastrophes, comme vous pouvez le constater sur ces images. Face à cela, les architectes et urbanistes se sont réunis du 26 au 29 août 2016 à Bangkok pour réfléchir sur des solutions à la résilience et la montée des eaux dues au changement climatique. Et comme proposition, ils proposent de nouvelles cités durables, amphibies, comme vous pouvez le constater. Et ces cités-là doivent en principe prendre le relais sur les cités terrestres afin d'offrir à l'homme une résilience à la montée des eaux. L'un des défis principaux du XXIe siècle sera de voir l'émergence de ces cités sur les eaux. Cependant, dans le cadre de notre étude, nous nous sommes dit, avant de penser à de nouvelles villes sur l'eau, il serait bien de réfléchir et de comprendre les problèmes que rencontrent les cités lacustres, les habitats lacustres qui existent dans le monde. Et ces habitats lacustres font face à une profonde mutation marquée par des problèmes environnementaux et socio-économiques très profonds. Comme vous pouvez le constater, Gambier fait partie de cette cité lacustre. Elle est située au nord-ouest du lac Nokwe, à l'embouchure de la Sceau et du lac. Elle est peuplée par 37 000 habitants. Et d'après l'historique, elle a été créée par un peuple appelé les Toffins. Et ils l'ont créée parce qu'ils fuyaient les razzias esclavagistes précoloniales. Autrefois, Gambier était une cité touristique très visitée en Afrique de l'Ouest. Elle offrait un cadre naturel et culturel, paisible et attrayant. Mais de nos jours, la cité lacustre mute. Elle rencontre beaucoup de problèmes. Et nous avons rassemblé ces problèmes sur deux aspects. Elle fait face à un problème de pression démographique en l'absence de documents d'aménagement et de règlement. Et face aussi à une dégradation avancée de son cadre environnemental. Le tout libellé sur la mutation du cadre urbain. Comme conséquence, nous avons la destruction de l'attrait touristique majeur de la cité et l'environnement est surexploité. Face à cette situation, nous avons donc posé comme principale problématique. En tenant compte des caractéristiques culturelles, spatiales, climatiques et économiques, comment accompagner qualitativement la mutation urbaine observée à Gambier? Pour y arriver, notre objectif est d'orienter efficacement et qualitativement la mutation en cours à Gambier, tout en maintenant son attrait touristique. Et notre principale hypothèse est que la ZAC, qui est une opération d'urbanisme, va nous permettre d'orienter et qualitativement, efficacement cette mutation urbaine, puisqu'elle permet des aménagements, une réglementation et favorise le développement local. Nos objectifs spécifiques sont améliorer le cadre d'habitat, proposer des aménagements visant à rationaliser l'occupation de l'espace et renforcer la vocation touristique de Gambier tout en permettant la diversification de ses activités économiques. Comme méthodologie, nous avons utilisé la map exploratoire et le SWOT appuyé par un dialogue social. Vous pouvez le constater, nous avons travaillé avec les services déconcentrés, avec les autorités traditionnelles et nous avons parcouru tout l'interland de l'espace sur lequel nous voulons travailler. Au niveau de la méthodologie suivante, nous avons subdivisé notre travail en 5 phases. La phase d'ancrage institutionnel, où nous nous sommes entrés en contact avec les acteurs avec lesquels nous allons travailler. La phase de recherche, où nous nous sommes appropriés l'ensemble des études qui ont été réalisées dans le milieu. La phase de reconnaissance du site, où nous nous sommes appropriés les réalités sociales et spatiales. Les enquêtes qui ont été faites sur un échantillon de 375 ménages auréolais proportionnels. Et enfin, nous avons fait un bilan analytique, un diagnostic, des scénarios, une étude de cas et des propositions d'aménagement et de développement local.
Je vais donc faire le point de nos analyses. Avant de commencer par ça, je vais d'abord situer l'orientation de Gambier par rapport aux politiques. Gambier, au plan international, est régi par la Convention de Ramsar, par l'UNESCO. Au plan régional, nous avons les documents d'urbanisme de planification du SDO Grand Nokwe et du SDAL qui ont fait des orientations par rapport à Gambier. Et à l'échelle de la commune dispose aussi d'un schéma directeur qui a aussi proposé des orientations pour l'aménagement de cette cité. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Au niveau de la population, la densité de Gambier est supérieure à la densité communale. Et en plus, elle a une très forte taux de natalité, ce qui fait que la population aujourd'hui est 3 fois supérieure à la population définie d'après les normes béninoises pour un milieu urbain. En plus de ça, son taux d'accroissement, qui est 4,24%, est supérieur au taux communal. Donc Gambier, au fait, est surpeuplé. Qualité structurelle du logement. Entre 1983 et 2016, on assiste à un doublement de la population moyenne par case, ce qui induit donc un dépassement des normes d'habitabilité. En plus de ça, face à une densité toujours progressante, à une stagnation du mètre carré par pièce et l'indisponibilité des matériaux locaux, on assiste donc à un inconfort au niveau des logements. Et le coût élevé de réfection des bâtis à cause de l'indisponibilité des matériaux font qu'on assiste donc à un manque de qualité structurelle des logements qui crée au fait une mutation architecturale. Vous pouvez le remarquer sur ces photos-ci. Alors, de l'utilisation des matériaux locaux, nous passons à l'utilisation des matériaux exogènes au milieu, tels que la tôle, le parpaing, le ciment, et les techniques de construction ont beaucoup évolué, car les populations doivent s'adapter à la montée des eaux. Statut résidentiel. Les tests minimaux ne sont pas précis quant à la définition du droit de propriété et d'occupation des populations lacustres. Comme vous pouvez le constater, la loi de l'eau dit que l'eau, élément du patrimoine commun national, fait partie du domaine public. Le domaine public comprend les eaux superficielles, les eaux souterraines, ainsi que les dépendances et espaces ouvrants affectés à leur gestion. Mais le code foncier domanial au Bénin dit que l'État reconnaît aux populations riveraines des plans et cours d'eau, le droit d'usage établi ou acquis selon la coutume. Mais cela ne signifie pourtant pas que le droit d'occupation de propriété est reconnu. Cependant, au cours de nos enquêtes, on s'est rendu compte que les populations considèrent leur droit d'usage et de superficie comme un droit d'occupation. En conclusion, le statut résidentiel à Gambier pour ces populations-là est non sûr. Et cela a comme conséquence la colonisation rapide des espaces vierges, comme vous pouvez le constater sur cette planche, où Gambier tend à se rapprocher de Sotiampoué, quand c'était la cuse voisine, et former une conurbation, et à l'est, à l'ouest, tend à se rapprocher de la ville d'Abomey-Calavi. Nous avons estimé, à partir de la seconde conséquence principale de ce problème est l'occupation spatiale irrationnelle. Le statut résidentiel encourage les populations à coloniser l'espace. Grâce à la formule du professeur Ogalama sur le calcul du taux d'expansion spatiale, nous avons évalué cette vitesse à 0,99% l'an. Et nous allons faire le constat selon lequel l'habitat centre de Gambier, qui occupe juste 20% de tout l'espace, connaît une densité de 231 habitants par kilomètre carré. Alors qu'au même moment, les habitats ouest et est, qui ont 3 fois moins de population, ont des densités de 130, variant entre 31 et 131, alors qu'elles occupent chacune près de 30% de l'espace. On conclut donc qu'il faut aussi remarquer que l'habitat centre en fait, est régi par le mode organisationnel traditionnel que vous voyez ici. Mais un décret administratif a décidé que les populations devaient dorénavant aligner le bâtiment, ce qui fait que les habitats ouest et est sont plutôt régis par ce mode d'occupation qui bouffe de l'espace et au fait qui contribue à l'étalement urbain. Accès à l'eau potable. Aujourd'hui à Gambier, 24 sur 56 des localités en présence sont couvertes par de l'eau potable. On observe donc une défaillance. Cependant, il y a seulement une surproduction. 3 fois la quantité d'eau produite n'est pas distribuée et nous avons estimé à des pertes de 34% sur l'ensemble des réseaux. Aujourd'hui, un Gambiennois boit 0,94 litres par jour. C'est 1,6 fois inférieur à la norme définie par l'OMS. Et vous pouvez le constater, il existe de nombreuses corvées, car les populations doivent traverser de nombreuses distances pour aller chercher l'eau potable au niveau des bains de fontaines et des forages à l'intérieur de la cité. Sur le plan de l'assainissement, il n'existe aucune politique de gestion des déchets solides et ménagers. Et nous avons des volumes encore plus élevés d'excréta, d'urine qui sont rejetés dans les eaux. Conclusion, Gambier fait face à un accès inapproprié à l'assainissement. Comme vous pouvez le constater, le milieu est extrêmement pollué et les touristes, au fait, ne viennent plus trop parce qu'ils décrivent cette pollution-là comme étant contraire au tourisme urbain.
accès aux équipements. Il existe un vrai déséquilibre du parc des équipements. En effet, il y a 9 fonctions obligatoires au Bénin. Et sur les 9 fonctions obligatoires au Bénin, pour une agglomération urbaine, Gambier en manque 5. Et pour les 5 qui restent, les équipements sont tous concentrés au nord de la cité. C'est cette zone ici que nous appelons Havet, alors que 3 quarts des populations sont au sud. Donc, elle doit effectuer de grandes distances pour pouvoir bénéficier des services urbains. Alors, le diagnostic est le suivant. La surpopulation, le statut résidentiel non sûr, l'accès à l'eau, à l'assainissement, aux infrastructures et le manque de qualité structurelle de logement sont 5 critères que ONU Habitat définit pour choisir un bidonville. On peut donc conclure que Gambier fait face à une mutation avancée du cadre urbain, une dégradation avancée du cadre environnemental, et donc nous avons fait la remarque selon laquelle en fait, Gambier est victime d'une transformation progressive en un bidonville lacustre. Vous pouvez le constater sur ces images que cela se caractérise de plusieurs manières. Pour les plus pauvres, ils sont obligés de mettre des matériaux plastiques, de la tôle, qui ne sont pas adaptés au milieu. Les plus riches utilisent du papier, du ciment, de la tôle. L'ensemble de ces matériaux-là ne sont pas adaptés au milieu. Et en plus de ça, on a une déforestation accrue de la zone humide pour pouvoir effectuer les activités de pêche. Est-ce qu'un habitat lacustre peut être bidonvillisé? La réponse est oui. Et nous avons fait une étude de cas sur Makoko à Lagos au Nigeria. Comme anecdote, on peut remarquer que 3 quarts de la population de Makoko est en fait originaire de Gambier. Mais à Makoko, les critères d'ONU Habitat sont en avance. Donc Makoko est un habitat bidonvillisé et donc Gambier peut devenir un habitat bidonvillisé si rien n'est fait. Nous avons discuté de ces résultats avec les services déconcentrés, avec les services décentralisés, avec les professeurs de l'université et nous sommes convenus, nous leur avons proposé comme solution face à ce problème de faire des aménagements pour lutter contre la consommation en bidonville et la colonisation rapide de l'espace et le développement local pour préserver l'attrait de Gambier et diversifier les activités. Et pour cela, nous avons donc choisi la ZAC comme opération d'urbanisme. Pourquoi la ZAC? La ZAC, d'abord, c'est une opération d'urbanisme, mais c'est aussi un outil de développement local. Donc, en choisissant la ZAC, nous faisons d'une pierre deux coups et nous résolvons notre problème. Maintenant, comment orienter la mutation de Gambier? Est-ce qu'il faut faire de Gambier une ville-musée ou il faut transformer Gambier en une ville moderne avec de nouveaux matériaux? Nous avons opté pour un choix moyen. Donc, nos actes d'aménagement vont viser à la fois la préservation et un modernisme réglementé, souple et qualitatif. En d'autres termes, nous allons aussi accompagner l'ensemble de nos propositions par des mesures d'accompagnement afin de freiner les déconvenues liées à nos propres propositions. L'étude de cas que nous avons fait sur Venise, qui est un habitat lacustre en Europe, en Italie, nous montre que Venise nous dit que dans l'évolution de l'histoire, elle a aussi connu ce problème de mutation. Mais grâce aux aménagements et la bonne gouvernance, elle a su s'adapter et orienter ça positivement et qualitativement. Ainsi, l'utilisation de la datation géomorphologique, de l'évolution d'une architecture de base et une architecture navale, l'utilisation et la mise en place d'une bonne gouvernance et enfin la protection des eaux ont permis à Gambier d'orienter sa mutation en un habitat lacustre aménagé. Nous allons profiter des expériences de Makoko et de Venise pour faire nos propositions d'aménagement. La ZAC que nous voulons proposer sera créée par l'État béninois en sa qualité de collectivité publique. Le mode de réalisation sera la convention par régie intéressée et il y aura un partenariat public-privé comme mode de financement. D'après la loi d'urbanisme sur la rédaction des ZAC, en absence de PDU, de le noyau d'urbanisation futur que vous voyez ici, nous devons donc proposer au niveau de la ZAC un plan d'aménagement de zone. Maintenant, pour que l'État puisse favoriser une bonne gouvernance à Gambier, nous avons proposé qu'il propose une agence publique pour la gestion environnementale et urbaine. Et au sein de cette agence publique, nous proposons un nouvel outil, le collectif communautaire. En d'autres termes, qu'à Gambier, on s'est rendu compte que autorités traditionnelles et autorités décentralisées se jettent la pierre quant à l'évolution de la cité et son statut actuel. Nous proposons donc, après notre concertation, de mettre en place une plateforme participative que l'ensemble des acteurs puissent discuter de l'ensemble des propositions d'aménagement et de gestion efficiente pour développer Gambier. Notre plan d'aménagement de zone a couvert une surface hors œuvre nette de 1 156 500 m². Nous avons réparti en 73,50% d'aménagement vert et 26,50% pour d'équipement. Vous allez remarquer que le mètre carré d'espace vert est beaucoup.
Au fait, lorsque vous remarquez cette planche, vous allez constater que l'ensemble des habitats lacustres sont situés dans la zone de l'équateur. Cette zone-là est très forte en pluviométrie, du coup, il y a assez de matériaux locaux. Et puisqu'il y a assez de matériaux locaux, nos prévisions démographiques après 20 ans font état de plus de 94 000 habitants. Dans un milieu qui est déjà surexploité, si nous ne proposons pas des aménagements pour renforcer l'environnement, afin qu'il soit fort et capable de supporter cet ajout de population, nos propositions ne tiendront pas. C'est pour ça que nous avons fait 13% d'espace vert et les équipements ont été programmés sur le long terme. La surface des logements a été prise en compte par l'étude complémentaire architecturale et urbaine de l'étude. Dans la partie d'aménagement, voici Gambier. Dans un premier temps, nous proposons une limite d'urbanisation afin de freiner la colonisation des espaces. Ensuite, nous proposons une structuration interne. Nous avons zoné la cité en 6 grandes zones. Par la suite, nous avons donc prévu des zones d'habitat résidentiel futur qui seront loties lorsque la population aura fini de densifier ces espaces. Et enfin, pour lutter naturellement contre les inondations, nous avons posé stratégiquement des forêts de mangroves au nord de la cité et à l'ouest, car ce sont les espaces où l'eau, le lac Onoko et la rivière So coïncident. Vous pouvez remarquer ici que nous avons donc divisé la cité en plusieurs secteurs et nous voulons améliorer la couverture des équipements socio-communautaires. Comme opération urbaine, nous voulons restructurer et réhabiliter les secteurs Est-Ouest et nous voulons sauvegarder et préserver le noyau ancien. Nous voulons aménager les berges de la zone de bas-fond, remembrer la zone des équipements et aménager ces berges, de même que reboiser la forêt sacrée existante. Ensuite, à moyen terme, nous voulons densifier et adresser les secteurs que nous avons précédemment structurés. Nous voulons aussi développer l'étude architecturale complémentaire de la PAS et l'étude urbaine complémentaire. Dans la première partie du long terme, nous voulons lotir les espaces que nous avions réservés, car la population est dorénavant de 73 130 habitants. En plus de ça, pour bien pouvoir les accueillir de notre âme, nous proposons de mettre en œuvre les mesures d'accompagnement que nous avons mises dans la SAC et continuer les études complémentaires du PAS. Dans la seconde partie du long terme, puisque la population est maintenant de 94 810 habitants, nous voulons maintenant faire des opérations programmées d'amélioration de l'habitat afin que cet habitat soit toujours résilient face aux problèmes dont nous avons parlé plus haut. Le programme des équipements se présente comme suit. Puisque le parc des équipements est déséquilibré, nous avons donc d'abord complété les 5 fonctions urbaines manquantes. En plus de cela, pour nos équipements existants, nous avons réhabilité. Pour désenclaver la cité, nous avons proposé des équipements de transport. Mais nous avons remarqué, lors de nos analyses, que les équipements étaient concentrés au nord. Donc pour favoriser la proximité, nous avons donc délocalisé beaucoup d'équipements sanitaires représentés par des bacs sanitaires et des écoles près des habitats résidentiels. Le programme des infrastructures. Nous avons proposé l'éclairage des axes primaires et secondaires que nous avons dimensionnés ici en 3 classes. Classe A, classe B, classe C, qui sont en fait des voies navigables. Nous avons proposé plusieurs types de WC étanches que nous avons répartis au sein de la cité pour compenser la pollution environnementale. Mais cela ne suffit pas. Et donc pour cela, nous avons proposé alors un assainissement individuel en nous basant sur ce que nous avons vu sur le terrain. L'objectif étant de recueillir les excrétas et les eaux noires dans ce système d'ouvrage et de le vidanger à partir des bacs que vous voyez ici. Donc nous avons proposé des bacs d'assainissement, des bacs sanitaires, des bacs pompiers, des bacs pour la gestion des déchets et des bacs pour la propreté. Elles sont appuyées par des plans architecturaux, des bacs qui vont servir pour le transport des frais et des marchandises. Notre développement local. Le développement local chez nous a consisté à nous appuyer sur les potentialités telles que le tourisme urbain, l'écotourisme, le commerce fluvial, le transport fluvial et la mise en valeur de la jacente d'eau. Nous avons libéré tous ces éléments-là en 3 éléments distincts. Un projet ordinaire qui est la mise en valeur de la jacente d'eau, un projet et 2 projets d'aménagement. Sans plus tarder, je vais sur le projet de la jacente d'eau. La jacente d'eau est une plante invasive. Mais puisque Gambier est un espace pollué, elle se développe très vite. Un plan de jacente d'eau donne 630 et quelques mille plants en 1 mois. Du coup, les voies navigables sont souvent obstruées. Mais nos recherches nous ont montré que la jacente d'eau, en fait, est une plante incroyable sur le plan économique. Car toutes les parties constituées, toutes les parties de la jacente d'eau peuvent être transformées en plusieurs produits divers et sont des gains économiques vraiment incommensurables. Vous voyez ici en Colombie et au Mexique que les chercheurs ont déjà commencé à profiter de cette manne touristique. Donc à Gambier, pour nous, nous mettons en valeur ce schéma. Il s'agit de
cueillir la jacinthe d'eau dans l'espace de la ZAC à l'intérieur de la cité. Nous l'envoyons au niveau de leur centre de traitement, dont vous voyez le croquis ici, et nous la transformons. Au fait, nous prenons une partie que nous transformons en produits artisanaux et une autre partie que nous transformons en compost, car il est très riche comme engrais biologique. Et nous profitons de ça pour créer un marketing artisanal territorial pour Ganvier et aussi améliorer les revenus, créer de l'emploi. Nous avons estimé que la transformation de la jacinthe d'eau va nous donner 4 800 emplois en 20 ans. Et en plus de cela, les revenus varieront de 1 million à 200 millions. Mais notons ici que ce n'est que rien en fait que les emplois directs. Les emplois indirects et informels liés à cette activité ne sont même pas encore connus, mais sont potentiellement incroyables. Sur le second point, le site vert et phonique, l'objet c'est quoi? C'est de restaurer la diversité écosystémique et de favoriser l'écotourisme. Pour y arriver, nous avons dimensionné sur la surface de l'eau à ce niveau 92% de forêt de mangrove. Ce choix a été dû au fait que pour compenser les pertes environnementales et que la mangrove au fait, offre des services écosystémiques. 3 principalement qui sont: il réduit la faim et la pauvreté, car il constitue des zones de protection de la ressource halieutique. Il permet de faire face aux inondations et aussi aux tempêtes qui surgissent sur le lac. Enfin, il permet à la faune écologique de se développer. En d'autres termes, nous permettons aux touristes de venir observer cet espace vierge. Nous alevinons les étangs pour que la ressource halieutique puisse se développer. Et au fait, lorsque il y aura une pluie décennale à Ganvier ou toute catastrophe naturelle, les populations pourront venir s'y réfugier. Donc, au fait, c'est aussi une zone tampon de protection. Notre second projet, le site culturel et d'organisation commerciale. Il s'agit d'organiser le transport, le commerce et de favoriser l'émancipation de la culture par la jeunesse. Comme vous pouvez le constater, nous avons dimensionné 3 hectares en un vaste équipement de transport commercial. La capacité de stock est de 140 000 tonnes de frais. Pourquoi ce choix? Ce choix parce que aujourd'hui, Ganvier est situé au nord-ouest du lac Nokwe et joue un rôle de transit entre les communes d'Abomey, Calavi, Cotonou, mais jusqu'à les grands cités Badagry. Il s'agit pour nous de mettre en valeur cette position géographique qui, au fait, des populations la plus en profitent, mais qui n'est pas encore formalisée au Bénin. Rien de mieux qu'un équipement structurant pour renforcer cette situation et permettre vraiment le développement de cette chose. Sur le plan des détails, vous allez remarquer que nous avons mis un accent particulier sur la protection des marchandises qui seront stockées. Nous avons spécialisé les quais. Et pour terminer, nous avons proposé une logistique qui va s'adapter aux besoins. Cependant, notre étude de cas sur Venise et Makoko nous a fait remarquer qu'un capital lacustre qui veut être aménagé a besoin de chantier naval. Donc nous avons intégré le chantier naval dans notre zonage du site. Le caractère d'assainissement et de protection de l'environnement a bien sûr été pris en compte. Règlement d'urbanisme. Il s'agira pour nous de agir sur 2 points essentiels. Accompagner l'habitation par des règles urbaines qui se basent sur les thèses en vigueur et rendre les règles urbaines actuelles par rapport au nouveau code foncier domanial que le Bénin a mis en place. L'impact de nos propositions sont les suivantes. Le statut résidentiel est sûr. La couverture d'eau potable est augmentée. Les conditions d'habitat sont améliorées. L'environnement est protégé. L'attrait de Ganvier est accru. Cependant, il reste toujours une tendance que nous n'avons pas pu résoudre, celui de la croissance démographique. Et au cours de nos mesures d'accompagnement, nous avons proposé des sensibilisations afin que les populations puissent prendre en compte ce problème. Faisabilité et perspective. Comme faisabilité, il faut que les populations s'approprient ce projet. Du coup, aménager Ganvier seul ne suffira pas. Nous proposons donc que l'État, dans le futur, prenne en compte l'aménagement des 5 cités lacustres de façon complémentaire. Et l'avantage serait quoi? Cet aménagement en fait, va se linker au projet de la route des pêches qui est en cours actuellement au Bénin et permettre à Porte Novo en fait, de développer sa capacité hôtelière et de mettre en valeur ses musées et ses touristes. Le coût de notre projet s'élève à 17 milliards 134 392 200 francs CFA. Il s'agit d'un projet national. Nous avons donc tout fait pour que les fonds soient recueillis dans notre pays. En ce sens, l'État a déjà, à travers son PAG, une somme de 20 milliards de francs CFA. Les partenaires que nous avons considérés sont l'État, la commune, les concessionnaires et les bénéficiaires. Mais puisque nous ne connaissons pas les programmes financiers de ces derniers, et nous savons que l'État a les 20 milliards, nous proposons que l'État réalise l'opération et que les concessionnaires le remboursent avec le temps. Monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, au cours de nos 5 années de formation et avec l'expérience que nous avons acquise en travaillant avec nos encadreurs, nous avons compris que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. C'est pour cela que nous nous soumettons à l'ensemble de vos recommandations
de vos propositions, de votre expérience, quand nous voulons vraiment améliorer ce travail, pour qu'il puisse contribuer à l'amélioration, à l'aménagement et au développement de la cité lacustre de Gambie. Je vous remercie. Bien, nous allons donc, comme il est prévu, passer à la séance de questions-réponses. Donc, vous avez vos conclusions pour améliorer votre décennie. C'est vrai. Monsieur Flatter, j'avoue que je connais ce travail depuis sa gestation jusqu'à ce jour. Je regarde le parcours d'abord de l'étudiant et mieux encore, je regarde la production des documents que l'étudiant a essayé de mettre à notre disposition pour son ouvrage de master. Il y a eu du travail, il faut le reconnaître. Il y a eu la documentation, il faut le reconnaître. Et encore, il y a eu de la passion. C'est ça. C'est cette passion qui a donc aussi dominé parce que résumer en 20 minutes, ou présenter en 20 minutes toute cette documentation, ce n'est pas chose facile. Et d'ailleurs, le président, quand les 20 minutes sont passées, que je lui soufflais, il était emporté lui-même. Donc, au lieu de 20, lui-même, comme il a dit, il a essayé. Mais, je voudrais dire qu'on a eu du plaisir d'abord à lire la documentation parce que je regarde les autres mémoires qui sont parfois un peu difficiles pour ceux et autres. Ici, ce travail, il faut le reconnaître, a été pris au sérieux, suivi et corrigé au maximum pour que ça soit digérable partout où il peut passer. Et mieux aussi, le thème est la vie avec son histoire, tant que l'on touche en porte et a un attrait, une attractivité vers ce qu'on peut découvrir, ce qu'il y a dedans. Donc, autant il est lourd comme volume, autant aussi on a essayé de le lire pour aller jusqu'au bout et comprendre au fond en compte le travail qui est fait. Et lui-même le dit, aucune n'est parfaite. Nous allons essayer de comprendre encore certaines choses, mieux, de voir comment on peut conseiller encore pour aller plus loin. Raison pour laquelle tout ce que vous avez eu à dire, je vais m'interroger sur le schéma directeur d'aménagement rural du saut à bois à la page 30. Qu'est-ce que ce schéma a concrètement retenu pour Gambier? Parce que tel que vous l'avez développé, est-ce que vous vous inscrivez dans cette droite ligne? D'accord? Ou non? Nous sommes à Gambier où tout est sur l'eau, pratiquement. Et dans votre analyse, quand vous voulez montrer certains produits ou non, des jeux au niveau des Gambiers, je vois que rien n'est mis sur l'eau comme photo à la page 5. Est-ce qu'il n'y en a pas? Ensuite, à la page 49, je sens que vous affirmez, vous allez me dire non,
les données que vous avez données, merci, se sont arrêtées en 2012 au niveau des activités touristiques. Alors, de 2012 à 2017, il y a 5 ans, ça veut dire que rien n'est fait concrètement. Ça, c'est à la page 49. À la page 91, vous voulez montrer les photos des espaces animaux en présence. N'est-ce pas? Pas les photos, on va citer plutôt. Mais je n'ai rien vu au niveau de l'eau. N'est-ce pas? Que ce soit poisson, crustacés et autres. Il y a des mots dedans. Je n'ai pas bien compris. Puisque nous sommes tous sur l'eau. Et donc, dites que l'activité principale, c'est la pêche. La page 80. Avec la formule ogalamique, si j'ose ainsi titiller un peu mon doyen, où la démonstration a noté que la croissance est de moins d'1%. C'est bien ça. Alors, je me pose la question donc, si effectivement le calcul donne 0,99%, 0,1%, ça veut dire quoi? Ça n'atteint pas 1% d'extension spatiale annuelle. Alors je reviens pour la cause même, en disant donc, votre but, c'est de proposer des types d'aménagements pour rationaliser l'espace, conformément à votre objectif spécifique décliné à la page 5, un des objectifs spécifiques. Alors, si la surface ne augmente que de 0,1, moins de 1%, est-ce qu'il y a une raison de faire cet aménagement? Parce que vous voulez rationaliser l'espace. Et c'est là où je vous repose encore la question. Si votre aménagement, tel que vous le dites, que ce soit donc la ZAC, que ce soit le plan d'aménagement de zone, est-ce que c'est simplement de densifier, tel que vous l'avez démontré? Et en densifiant, quelles sont les précautions? Parce que nous sommes sur l'eau. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez pris l'expérience, vous avez démontré l'expérience de Venise et autres, que tous les moyens. Quels sont les matériaux qu'on doit utiliser pour cette densification? Ainsi de suite. Et puis, je reviens encore à la page 121 pour demander, vous voulez proposer donc les zones d'aménagement concertées, c'est ça. Concrètement, quelles sont les dispositions institutionnelles? Parce que vous proposez sans qu'il y a un test précis sur ça au niveau, à moins que le document est lu, un test précis là-dessus, si vous pouvez revenir pour nous préciser quelles sont les dispositions réglementaires par rapport à cette ZAC. Et enfin, tout à l'heure, en vous suivant, vous avez trouvé que la chassette d'eau est une manne. Aujourd'hui, par rapport à son exploitation, qu'est-ce qu'on a fait? On a toujours proposé tout ce qui est en tout cas, dans vos recherches, qu'est-ce qu'on a fait de cette capacité à l'heure actuelle? Voilà, Monsieur le Président, comme nous aussi, nous avons plus suivi avec intérêt cet exposé. Nous avons vu le travail qui est fait et surtout la
passion et l'éloquence aussi des étudiants pour quand même essayer de nous dire que sur l'eau, on peut encore vivre. Merci, Merci, Monsieur le Président. Je dirais que l'exposé du candidat nous a mis à un tel stade qu'on ne savait pas si on était sur terre ou dans l'eau. On avait l'impression qu'on était toujours sur terre et que dans le domaine, sur le site d'études, sur le site du projet, il n'y avait pas de nombreuses contraintes. Oh, il y a ces contraintes. Alors, et c'est à cela que je vais m'attaquer tout de suite. Il y a un important programme d'investissement que vous prévoyez dans votre projet. Mais pour les implanter, pour les réaliser, il y a des contraintes, de nombreuses contraintes. Bien sûr, les contraintes environnementales, il y a d'autres contraintes, mais et la contrainte pédologique. Alors, votre sujet porte sur le développement local. Mais on n'a pas beaucoup senti le rôle des acteurs et leur contribution dans la réalisation de cet important projet. C'est un projet extrêmement important et intéressant. On ne connaît pas les acteurs, on ne connaît pas aussi leurs prérogatives. Qu'est-ce que ces acteurs peuvent faire dans votre projet? Quel est le mode de gouvernance? Alors, quand il s'agit d'un projet de développement local, il y a aussi des investissements qui relèvent des autorités locales et des investissements qui relèvent des autorités centrales, c'est-à-dire des pouvoirs publics centraux. Est-ce que vous pouvez déterminer pour chaque type d'acteur public, central et local, quelle est la responsabilité qui lui revient dans ce projet-là? Alors, vous avez dit que Makoko, c'est au Nigeria, je crois, est habité par plusieurs ressortissants de Gambie. En fait, il y a une mélange de populations. Voilà. Nous avons d'abord les Nigériens et les populations de parce que, à force d'être surpeuplés, une bonne partie a voulu aller dans un secteur où il y a la ressource halieutique, dont la baie de l'Écosse, afin de congestionner. Donc, une personne ou 3 personnes par famille. Chaque famille a envoyé 1 à 3 personnes à Makoko. Ok. Alors, vous avez parlé aussi des densifications de la zone d'étude. Quel est, selon vous, le taux de densification que vous jugez approprié dans le cadre de ce projet? Alors, nous allons aborder également le cadre juridique. Parce que Gambier est régi par des textes internationaux. Que disent succinctement ces textes internationaux et que disent également ces textes en matière de préservation et d'aménagement du site? Parce que je crois que c'est la conjonction de tout cela, le local, le central et l'international, c'est tout cela qui doit faire Gambier dans son développement.
Voilà. Autre question subsidiaire, les 17 milliards, si on veut les répartir, quelle est la part qui revient au local, au central et à l'international? Bien. Bien. Merci, monsieur le membre du jury. Soyez pas effrayés. Voilà. C'est pas la question, c'est surtout les annotations que j'ai faites sur cet excellent rapport pour ma part. Je voudrais d'abord, une fois de plus, à la suite des précédents orateurs, féliciter le candidat pour la qualité de son travail. En ce qui concerne les propositions, je pense que vous vouliez parler du choix, d'un choix médian plutôt que d'un choix moyen. Voilà. Comme le disait le rapporteur tout à l'heure, on ne sait pas si on était sur la terre ou dans l'eau, mais moi j'ai beaucoup appris. J'ai noté un terme là. Je voulais qu'il m'explique ce que ça signifie. En page 8. Bon, même à la fin, on va en parler. Pour les botanies, en page 8. J'ai noté ça, on va en discuter à la fin de votre discuter. Moi, ma préoccupation porte sur un certain nombre de points. D'abord, un point de culture générale pour moi. Qu'est-ce qui explique que Gambier, qui est dans un processus d'inscription au patrimoine de l'UNESCO, soit presque abandonné? Et il me souvient d'ailleurs que François Mitterrand a visité ce site-là quand il était président lors de son premier septennat. Et on peut difficilement faire, je m'explique moi personnellement, comme étranger, comment est-ce qu'un univers aussi unique peut être abandonné. Cela étant dit, dans votre exposé, et plus précisément vers la fin, en termes d'organisation d'espace, vous avez évoqué la problématique du zonage. Hein? Vous avez prévu pas 6 zones. 6 zones, c'est ça? 6 zones. Et au moment où on fait plutôt la problématique de la mixité sociale qui est de rigueur, qu'est-ce que peut expliquer que ce soit pour la cause juridique, comme vous appelle à la salle la tête, qui soit davantage mise en exergue en avant dans votre rapport. Deuxième préoccupation porte sur la notion de scénario. Comme le disait le directeur général tout à l'heure, on a vraiment senti de la passion dans votre exposé, c'est-à-dire la volonté de voir Gambier se transformer, être vitalisé. Et en réalité, j'ai l'impression qu'on n'a pas le choix par rapport au scénario que vous avez proposé, en ce sens que vous avez proposé 3 scénarios. Et si je comprends bien, c'était pour qu'on choisisse un scénario. Le premier scénario, vous l'avez vous-même qualifié de pessimiste. Bon, à vous entendre, vous n'étiez pas pessimiste. Le deuxième, c'est un scénario tendanciel, c'est-à-dire poursuivre le trend actuel. Et le dernier, vous avez qualifié d'optimiste. Ceux qui nous ont précédés l'ont qualifié de préférentiel. Donc, ça veut dire que c'est finalement ce scénario-là qui est celui qu'on doit choisir. Et on a vraiment comme les mains liées. Parce qu'on ne peut pas choisir le scénario pessimiste, on ne peut pas choisir le scénario tendanciel, puisqu'on veut changer les choses. Et en définitive, on a les mains liées, puisque en face de soi, on n'a qu'un seul scénario. Donc, comme je le disais à ceux qui nous ont précédés, c'est un peu en utilisant l'expression tout chemin mène à Rome. Donc, si nous voulons changer, faire avancer, améliorer les conditions de vie, notamment des habitants de Gambier, il y a plusieurs moyens pour y parvenir. Donc, c'est en ayant cet objectif d'amélioration des conditions de vie des habitants de Gambier, on peut donc imaginer une série, n'est-ce pas, d'initiatives et d'actions, soit dans le temps, soit dans leur mode opératoire, qui peuvent donc vous permettre d'atteindre l'objectif à partir de ce moment-là. Les différents choix que vous faites, les propositions que vous faites, en termes de programme, de contenu de programme, en termes de leur programmation dans le temps, en termes de modalité de leur mise en œuvre,
et de leur financement peut donc donner une variété, un faisceau, n'est-ce pas, de propositions et donc de scénarios qui permettent d'avoir un choix en tenant compte des conditions du moment à cet instant. Dans votre exposé, quels sont les éléments qui mettent en avant la problématique, le paradigme de la maîtrise d'usage? Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, nous vous remercions pour les questions et aussi pour les apports de correction. Je m'en vais de ce pas commencer par les questions qui m'ont été posées par le professeur M. Chini. La première question qui m'a été posée, c'est est-ce que j'ai pris en compte les orientations du SIDAC de Soava? Oui. En effet, comme vous pouvez le constater, au niveau des axes d'aménagement de la légende, toutes les propositions ont été libellées sous les orientations. Et en début de proposition dans le document écrit, nous avons essayé de répertorier la position de ces orientations dans le document en général d'abord. Et sur les planches, nous avons concentré toutes les propositions du même catégorie d'orientation définies par le SIDAC. Le SIDAC a défini au total 9 orientations par rapport à l'objet. Nous avons réussi à prendre en compte 8 des 9 orientations. La dernière orientation était une orientation à vocation plus communale. Donc, nous pouvons donc affirmer que oui, nous avons pris en compte les orientations du SIDAC de Soava. Et c'est en fait ces orientations qui ont guidé l'ensemble de nos aménagements. Aucune des propositions que nous avons faites et que nous avons expliquées ne vient 100% de nous. Toutes ces propositions-là, en fait, ont découlé de ces orientations. Et nous y avons juste ajouté notre touche pour les rendre encore plus performantes. En fait. Donc, aucune de nos propositions ne découle d'autres sources que les orientations du SIDAC, en plus du SLO, Grand Opéra du SIDAC. Est-ce que ça veut dire que vous êtes limité à ça? Non, pas du tout. Parce que, en fait, le défi ici était de. Puisqu'à l'échelle internationale, régionale et locale, nous avons plusieurs documents. Et en fait, Grandier, il subit une pression de plusieurs orientations. Et chaque document définit ce qu'il aimerait faire de Grandier. Alors qu'en fait, lorsque nous prenons par exemple le SUDO Grand Opé, la commune de Soava n'est même pas dans le SUDO Grand Opé en fait. Elle n'est même pas comprise. Pourtant, le SUDO veut quand même bénéficier des avantages de Grandier. Donc là où nous avons voulu apporter notre touche, c'est comment tenir compte des intérêts de chacun, tout en mettant en avant l'intérêt local, d'abord des populations, et ensuite communal. En d'autres termes, avec la ZAC, nous avons fait d'une pierre 3 coups. Pas deux. Puisque nous avons pris en compte le SDO de Grand Opé, le STAL et le schéma directeur d'aménagement communal, c'est pourquoi ça fait une pierre 3 coups. La seconde question qui m'a été posée concerne pourquoi l'accroissement d'un an, mais l'accroissement de 1% par an, moins de 1%. Et pourquoi est-ce que la seule solution est de densifier et quelles sont les précautions à prendre? En fait, tel que nous l'expliquions dans notre exposé, moins de 1%, mais moins de 1% avec en fait un vaste espace non occupé. Donc en fait, c'est avec vastes espaces internes non occupés. Qui sont sur l'eau ou sur terre? Qui sont sur l'eau. Comme vous pouvez le constater sur la planche du zonage, regardez par exemple ce secteur-ci, les quasi-vierges. En fait, le problème se pose, c'est un problème de conflit. En ce sens que, puisqu'il y a 11 villages en présence, et chacun est tributaire de la culture de son village. Donc ils se disent. Ils sont des toffins ou des toffins? Oui, c'est des toffins. C'est des toffins. Donc ils se disent, si je laisse, et puisque lorsque j'ai une concession sur l'eau, en termes d'espace, ça veut dire que mon activité halieutique, comme de pêche, va progresser. Donc lorsque j'observe un habitant d'un autre village qui va se positionner dans un secteur dans lequel je n'ai pas un de mes partenaires ou un membre de ma famille, même s'il n'a pas besoin d'espace, j'envoie un membre aller construire là-bas, juste pour faire une sorte de garantie spatiale. Conclusion dans la cité, surtout dans les espaces ouest et est, c'est pour cela que la densité est très faible et l'espace est hyper occupé avec de grandes vides. Donc ils sont de coloniser rapidement l'espace
dans l'espoir qu'après saturation, ils puissent donc bénéficier des ressources naturelles en présence. Et pourquoi il faut densifier? Il faut densifier par... Mais d'abord, avant de parler de la densification, il faut d'abord parler du mode de densification. Nous voulons d'abord abroger le décret colonial qui a été mis en place, qui préconise l'alignement. En fait, les colons voulaient juste éviter les incendies. Parce que les toitures étaient en chaume et la proximité créait les incendies. Pour nous, puisque la technologie a avancé, sur le plan technique, nous leur avons proposé donc des bacs concrets. Et puisque maintenant le problème de l'incendie est résolu, on peut donc revenir simplement à l'ancien mode d'occupation qui bouffe moins d'espace et qui permet de densifier. Donc lorsque nous parlons de densification ici, ce n'est pas la densification comme sur terre ferme où il faut monter à niveau. C'est juste une question d'organisation spatiale. Maintenant, pour ce qui est de la question de densifier à niveau, nous savons que tôt ou tard, peut-être Gambie en arrivera là. Mais nous n'avons pas les compétences architecturales pour nous prononcer. C'est pour cela que nous avons juste défini une étude architecturale complémentaire où, en tant qu'organisme, nous les orientons sur les plans sur lesquels ils doivent se positionner afin de nous proposer une conception architecturale digne de nom qui met en valeur la culture du milieu et qui permet la densification interne. Donc, la densification, en résumé, chez nous, a deux vocations. Une vocation spatiale, en mettant en valeur l'occupation originelle, et une vocation architecturale où les architectes vont nous proposer un nouveau type de concession qui part de l'ancien et qui, au fait, permet la densification interne à la base. Mais, excusez, depuis l'étude de Nyakadia, comme vous l'avez dit, puisqu'il a été donné à faire son mémoire sur Gambie, jusqu'à Mademoiselle Gonçalves, les matériaux ont évolué. Est-ce que par rapport à ce type de matériaux, est-ce que la densification sur niveau n'est pas possible? Je vais répondre à votre question en me focalisant sur ce schéma-ci. En fait, en réalité, les matériaux n'ont pas... Ils ont certes évolué dans l'utilisation, mais en termes de qualité, ils n'ont pas réellement évolué. Parce que comme vous pouvez le constater, en 1983, la couronne des matériaux locaux était plus rapprochée de Gambier. Mais avec l'urbanisation accrue, ces mêmes matériaux-là se retrouvent au jeu à 3 fois, 4 fois pour cette distance-là. Au même moment, à Cotonou et à Boumé-Calabi, les matériaux des origines sont plus proches. Donc en fait, c'est une question de proximité. Donc les populations se disent, il faut parcourir de longues distances pour acquérir ces matériaux, autant que j'aille à Cotonou, à Boumé-Calabi, pour avoir ces mêmes matériaux. Premier point. Deuxième point, lorsque je prends le matériau locaux, je dois donc réfectionner mon bâti mensuellement, ce qui équivaut à 300 000 francs par mois. Ça revient trop cher. Ils se disent, autant construire une fois en dur, et ça va durer dans le temps. Mais malheureusement, puisque c'est un milieu à queue, ces matériaux-là ne sont pas adaptés et les populations finalement vivent dans les conforts. Donc les précautions que nous avons prises à notre niveau, en plus de la proposition de l'étude architecturale complémentaire au plan, nous avons aussi proposé, dans la mesure du possible, de tenir compte du sous-sol lagunaire. Car dans notre étude de cas, si vous faites au niveau de Venise, Venise se densifie, mais ne s'étale pas. Elle est fixe, mais la population augmente. Parce qu'ils ont fait des avancées technologiques et ils ont trouvé un fond de sol lagunaire qui peut supporter des bâtis construits en dur. Donc, dans le cadre de notre projet, nous n'avons pas eu assez de données pour trouver ce même sol, mais nous avons dit dans l'étude urbaine complémentaire qu'il faudrait qu'on fasse ce genre de recherche pour savoir si on ne peut pas nous aussi aller dans ce sens. Les dispositions, la prochaine question qui m'a été posée concerne les dispositions réglementaires par rapport à la SAC. Je voudrais respectueusement envoyer M. le monde du jury à la page 122 de notre document. Oui. Donc vous pouvez le constater au bas de page, les effets réglementaires, la disposition réglementaire. 122. Oui, 122. Oui, 122. Ouais. Au bas de la page. Ah oui, en bas de la page, pas du bas de page. Comme vous pouvez le constater, complètement en bas, nous avons mis d'abord les effets réglementaires au regard des documents d'urbanisme. Après, lorsque nous avons fini ça, nous avons proposé des effets réglementaires au regard de la taxe locale d'équipement, au regard du permis de construire
et de la division des propriétés. Oui. Concrètement, qu'est-ce que ces effets disent par rapport à ZAC? Il faut créer ZAC après. Attention. C'est ça, c'est ce que je voudrais entendre. Je voudrais savoir, concrètement, au regard des documents d'urbanisme au Bénin, qu'est-ce qu'on dit de la ZAC? Comment il faut créer cette ZAC? C'est ça. Pas que on n'a pas lu. Est-ce que c'est clair? Je m'excuse d'abord. J'ai lu tout. En fait, au niveau du Bénin, le nouveau code foncier domanial reconnaît la zone d'aménagement concertée comme un document d'urbanisme, une opération d'urbanisme. Et cependant, il n'y a pas encore un guide d'élaboration. Donc en fait, lorsque j'ai discuté avec nos aînés sur le terrain, nos anciens, ils m'ont expliqué au fait que la ZAC que sont de réaliser sera la première ZAC. Et donc j'ai dû donc me baser sur l'expérience des pays qui l'ont déjà faite. Et dans ma recherche, je suis donc tombé, le pays qui utilise plus la ZAC, c'est la France. C'est pour cela qu'à la page 121, de notre document, nous avons fait donc un encadré pour expliquer qu'en fait, nous avons pris la ZAC la plus célèbre et qui est actuellement encore en cours, qui est la ZAC de Paris de gauche. Pour le moment, il n'y a pas de droit là-dessus, l'expérience là-dessus. On ne dit pas qu'après le lotissement, il faut faire ça. On ne dit pas qu'après le schéma, il faut faire ça. Mais le seul élément qui est quand même très bien précisé, c'est que c'est la définition du critère de l'objet de la ZAC. C'est-à-dire au Bénin, on dit lorsqu'une opération urbaine touche une surface de plus de 100 hectares, automatiquement ce projet devient un projet national. Donc que ce soit un remembrement, un lotissement ou une ZAC, il faudra aller dans ce sens. C'est pour cela que nous avons donc défini que notre projet est un projet national. Et comme conséquence, c'est une commission nationale d'urbanisme composée de plusieurs ministres qui doivent superviser cette opération. Justement, la ZAC, quand on parle de ZAC en France, il faut se dire par rapport à la loi d'orientation foncière. Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, les problèmes de logement et l'habitat était tellement important qu'il fallait mettre en place des mesures transitoires, des facilitations de l'acquisition du logement. Donc, si tel est le cas au Bénin, il faut le dire. Je vais alors commencer les questions qui m'ont été posées par M. La contrainte pédologique à Gambier. En fait, oui, vous avez raison, il y a réellement des contraintes pédologiques. Et nous les avons prises en compte à ce niveau. Au niveau du cadre physique en présence, puisque c'est l'eau, il y a les bassins versants en présence. Et aussi, il y a le caractère inondable. La cité, en fait, est dans une zone inondable sur le lac. Et donc, nous avons pris en compte ces contraintes-là dans nos aménagements. Et pour justifier cela, je vais attirer votre attention sur l'altitude. Les espaces ici en jaune sont les zones les plus hautes. Et donc, par projection, cet équipement structurant que nous avons proposé, qui est au fait un des équipements durs de notre proposition, est au fait situé sur ces espaces-là en hauteur. Donc lui, par exemple, qui n'est pas situé sur l'eau. Donc voilà pas un exemple de comment nous avons pris en compte ces considérations. De plus de ça, avec le transect que nous avons réalisé, nous avons tenu compte de la bathymétrie, la profondeur des cours d'eau. Et la bathymétrie, puisque on nous a enseigné au cours de notre dernière formation, il faut tenir compte des courbes, des pentes. Et dans le cas de Gambier, nous avons utilisé la même démarche, mais en tenant compte de la profondeur, s'il s'agit d'une question de pilotis. Et puisque c'est comme cela, la limite d'urbanisation que nous avons proposée ici est au fait celle qui permet au pilotis de tenir sur le fond lagunaire actuellement. Donc au-delà de cette limite d'urbanisation, la profondeur est trop pour que les bâtiments puissent tenir. Donc voilà des exemples de comment nous avons tenu compte des contraintes physiques du milieu. La prochaine question qui m'a été posée est le rôle des acteurs locaux et leurs prérogatives. En effet, à Gambier, il existe des acteurs traditionnels et culturels. Les populations, en fait, la commune de Soava est une très jeune commune. Et les populations lacusses se réfèrent plus à l'autorité coutumière et traditionnelle. Au cours de notre phase de dialogue social, nous nous sommes rendus compte que les acteurs décentralisés et les acteurs traditionnels ne s'entendent pas sur les questions de gestion de la cité. Et comment est-ce que nous avons pris en compte cet état de choses?
En réalisant un dialogue social sur 4 jours, où nous nous sommes approchés de chacun des acteurs séparément, et grâce à l'aide de la mairie, nous avons tous rassemblés pour leur expliquer, au fait, parce qu'il y avait beaucoup de non-dits. Les États décentralisés trouvaient que les autorités traditionnelles levaient les populations contre elles. Et les États traditionnels trouvaient que les États décentralisés ne s'intéressaient pas trop à la cité. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'était des questions de détail. Par exemple, lorsque les acteurs décentralisés veulent réaliser des équipements, les acteurs culturels et traditionnels ne leur délèguent pas facilement le foncier. Donc, en réussissant à les faire asseoir autour d'une plateforme participative et en échangeant entre nous, ils ont donc décidé, à partir de cette opération que nous proposons, que dorénavant, ils vont mieux concerter entre eux et ils vont peut-être essayer de voir s'ils peuvent porter le projet là au niveau de l'État, en disant au fait que de Toursi, nous avons trouvé un point commun sur lequel nous allons partir pour travailler. Et c'est pour institutionnaliser cette situation que j'ai proposé donc le collectif communautaire qui est au sein de l'agence de gestion publique. L'agence de gestion publique doit tenir compte de ces acteurs-là qui donnent leur avis et qui représentent au fait les populations. La prochaine question qui m'a été posée est la responsabilité locale et de l'État au niveau du mode de financement. Vous m'en faites sur cette flash. Oui, en effet, nous avons vraiment tenu compte de la partition de chaque acteur dans le financement. Et nous sommes allés plus loin en allant jusqu'à faire de la désignation. Donc nous avons structuré l'ensemble de nos opérations sur ces aspects, voilà, brigade, éclairage, AEP, équipement, infrastructure, opération, EVET. Et nous avons essayé de désigner le rôle de chacun par rapport au financement. Donc, voici comment nous avons tenu compte de la stabilité locale et de l'État sur la question du financement. Maintenant aussi, sur la question du recouvrement, nous avons proposé que chaque acteur en fait, ait un mode particulier pour recouvrir les fonds qu'il va financer. Donc en fait, les différents acteurs vont investir, mais ils vont beaucoup gagner à la source de l'aménagement et de la création de l'opération. Peut-être que recouvre le terme opération urbaine. Oui, le terme opération urbaine recouvre les procédures, par exemple, de lotissement, de restructuration, de remembrement, le PSMV qui s'intègre dans le plan d'aménagement de zone de l'agence qui a prévu, qui met en œuvre ce financement. Donc l'agence, elle est juste là pour gérer. Elle qui met en œuvre les financements. Hein? Ça, Exactement. si on peut être vraiment réaliste, on voit que l'État intervient à 6 milliards et la commune à 8 milliards et demi. Je ne m'occupe même pas de ça, je vois l'État avoir 6 milliards, le reste là, c'est pas grave. Mais la commune, c'est 8 milliards. Voilà, 9 et demi. Il faut être un peu réaliste. Quel est le niveau de recette de la commune aujourd'hui pour qu'elles soient en mesure de mobiliser 9 milliards et demi? Nous allons commencer à cela. D'abord, pourquoi est-ce que c'est plus. Les coûts pèsent plus sur l'État? Parce que l'opération. Non, pas sur l'État, là, le reste de la commune. Sur la commune. Parce que d'abord, la base, Grandier fait partie de la commune de Soara. Et comme je l'expliquais plus tôt, tous les documents de planification dans le secteur, lorsqu'on lit les orientations, on a l'impression que Grandier est un espace à conquérir. En fait, il fait partie de la commune de Soara. Et pour que la commune puisse dorénavant affirmer son rôle d'acteur décentralisé et montrer que la cité fait partie de son territoire, il faut aussi qu'elle soit dans un acteur financier tenant dans le processus. Est-ce que c'est-à-dire que c'est souhaitable, mais ce n'est pas réaliste. Donc, bon, maintenant, au Bénin, quand une opération dépasse 100 hectares, elle relève de l'État. Donc, mais c'est à cause de ça, le niveau d'investissement de l'État devrait être plus important. D'abord, parce que c'est un projet d'État, et deuxièmement, parce que l'État a plus de moyens que la commune. Dans le cas de l'amélioration, c'est de voir ça.
l'UNESCO reconnaît Gambier sur la liste indicative du patrimoine. Maintenant, Ramsar, au fait, Ramsar ne reconnaît pas Gambier directement. En fait, Ramsar reconnaît la vaste zone humide du sud du Bénin, dans lequel est inclus le lac Tchèque, et donc par conséquent, Gambier fait donc partie de cela. Donc voilà, voici un peu présenté les tests. Maintenant, l'UNESCO et Ramsar n'ont pas réellement défini des orientations d'aménagement. Par exemple, Ramsar dit que c'est une zone humide, il faut la préserver et restaurer ses écosystèmes. Et l'UNESCO dit que Gambier n'a pas encore les moyens culturels qu'il faut pour être inscrit sur la liste finale. Donc, ce n'est pas des orientations directes. Et en tant qu'urbaniste et en tant que concerné par le projet, je dois donc, dans ma proposition, amener à ce que ces deux entités internationales soient prises en compte. C'est pour cela que le projet d'aménagement des aires de mangrove va accélérer le processus de l'équilibre des écosystèmes, donc le souhait de Ramsar est réalisé. Et à la fin de nos aménagements, puisqu'il y a assez d'équipements structurants, le cadre bâti est plus ou moins réhabilité, et que la cité est dorénavant attrayante, nous avons mis dans le document les critères sur lesquels l'UNESCO est prête à inscrire Gambier à la liste. Et les critères sont, le premier critère, nous avons les critères 5 et 6 de l'UNESCO. Le critère 5 dit être un exemple éminent d'établissement humain traditionnel, de l'utilisation traditionnelle du territoire ou de la mer, qui soit représentatif d'une culture ou de l'interaction humaine avec l'environnement, spécialement quand celui-ci est devenu vulnérable sous l'impact d'une mutation irréversible. Puisque Gambier fait face à un problème de mutation, et que nous avons proposé des solutions environnementales pour pallier, donc le critère 5 est dorénavant acquis. Quant au critère 6, être directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions vivantes, des idées, des croyances ou des œuvres artistiques et littéraires ayant une signification universelle exceptionnelle. Et nous avons relevé au cours de nos enquêtes un patrimoine immatériel incroyable. Mais le problème, c'est qu'il fallait le fédérer. Il fallait le fédérer en des lieux précis ou en des équipements pour que ce soit vraiment possible. C'est pour cela que nous avons exploité l'idée de l'architecte Gonçalves Piroli dans la mise en valeur d'un centre artisanal et d'hébergement. Et nous avons intégré dans notre zone commerciale une aire culturelle pour combler ce manque culturel dans la cité. Donc, l'objectif aussi est double. Puisque la zone culturelle est dans la zone commerciale, cela favorise l'appropriation de la zone commerciale par les populations, car en fait, à la base, ces populations-là sont très hostiles à la modification de leur milieu contre leur volonté. Donc, les critères 5 et 6 donc, sont pris en compte par l'ensemble de nos propositions. Et en principe, si le Bénin réalise ce projet et qu'il pose dorénavant, il demande à l'UNESCO d'inscrire Gambier sur la liste finale, en principe, ça devrait pouvoir se faire. Donc, voici comment nous avons pris en compte ces critères. Je vais maintenant attaquer les questions qui ont été posées par M. le Président du jury. La définition du mot « olé-olé ». En toute sincérité, nous ne connaissons pas cette définition. En fait, nous voulions dire par là, le fait que a constitué un socle. La seconde question qui m'a été posée, c'est pourquoi au fait Gambier est abandonné? En fait, la question de Gambier est abandonné est une question d'action. En fait, lorsque nous avons lu les documents du SDO, du SDAC,
on a l'impression que Gandhi est un espace aménagé. Parce que les orientations sont vraiment intéressantes. Et le problème, c'est que lorsque nous sommes rapprochés des services décentralisés et déconcentrés, non, surtout déconcentrés, ils disent que oui, nous avons pris des orientations en compte, donc dorénavant, Gandhi doit être aménagé. Donc, la question, en fait, c'est une question de... Je vais me référer au caractère technique de l'urbanisme. Puisqu'on nous enseigne, il faut aller sur le terrain pour voir réellement les réalités et voir ce qui correspond aux orientations des documents. Donc, en fait, les autorités déconcentrées, la majorité, en fait, ne vont pas réellement dans le milieu. Parce que tout le monde n'aime pas prendre la barque et traverser le lac à cause des dangers. Nous n'avons pas voulu dénaturer le caractère culturel de cette urbanisation qui se veut sans limite. Donc, pour ce faire, nous avons juste mis en place des balises. Et les balises là, en fait, vont nous permettre d'avoir un cadastre numérique. Donc, en fait, lorsque vous irez à Gambie après notre opération, vous ne verrez toujours plus de limites. Il n'y aura vraiment pas de limites, mais il y aura un fichier numérique cadastral qui va représenter exactement ce qui se passe sur le terrain. Et donc là, en tant qu'urbaniste, nous aurons plus de force pour agir dans le milieu et faire des propositions vraiment excellentes. On va se demander quelle est la part des concessionnaires dans le cadre du projet. Monsieur le Président du jury, en fait, lorsque nous parlions de concessionnaires, nous faisons référence aux sociétés de publics autonomes, telles que la SDEE et la SONER. Et pour cela, si vous remarquez bien, nous avons mis ces concessionnaires-là uniquement au niveau de AEP urbaine. Et nous faisions en fait référence à la société béninoise des eaux, qui va en fait prendre en compte l'amélioration de la couverture en eau. Maintenant, ça me ramène à la question du partenariat public-privé. En fait, le PPP, dans ce contexte-ci, nous voulons juste le mettre en valeur après l'aménagement. Donc, pour que les partenaires puissent exploiter l'ensemble des aménagements qui ont été effectués. La deuxième question qui m'a été posée, c'est qu'est-ce que c'est que le paradigme d'usage? La maîtrise d'usage, la maîtrise d'ouvrage, d'usage. Alors là, en toute sincérité, monsieur le Président du jury, nous ne connaissons pas ce que c'est que la maîtrise d'usage. En fait, ce n'est que de ça que vous avez parlé. De ça que vous parlez, par exemple, du conseil collectif. Donc, vous mettez l'usager au cœur de la gestion. Merci. Alors, monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, nous voici au terme de la réponse aux questions. Très bien. Donc, la prochaine séquence de notre séance prévoit donc la communication de vos deux encadreurs, enfin de vos encadreurs, il y en a deux. Donc, à tout seigneur, honneur, madame. Merci, monsieur le président du jury. Je voudrais tout particulièrement féliciter les étudiants pour le travail abattu, la qualité du travail effectué. C'est un étudiant avec lequel nous avons pris vraiment plaisir à travailler. On a joué notre rôle d'encadreur, nous avons orienté donc, le résultat final, mais il faut dire aussi que nous avons beaucoup appris parce que c'est un document qui est bien fouillé, un document qui a assez de recherche. C'est vraiment un travail, plus qu'un master, c'est un travail de recherche qui a été effectué. Il a eu à contacter donc beaucoup de personnes qui étaient intéressées par le thème, des docteurs, des urbanistes. Donc il y a vraiment une synthèse donc, de toutes ces analyses donc, sur le développement des cités amphibies que l'étudiant a essayé de synthétiser. Il y a eu un vrai travail donc, de synthèse qui a été fait pour que le travail qui vous a été fourni aujourd'hui soit un travail assez qualitatif. Et donc en cela, vraiment, l'étudiant a été particulièrement bon parce que je suis tout aussi émerveillée par la qualité du document, mais aussi par sa prestation. Très bien. Merci, Monsieur le Président.
Je vais plutôt poser une question à l'étudiant. Monsieur Fraga, vous êtes de la communauté Dauphine. Parce qu'on dit Dauphine, non Dauphin. Hein? Je ne suis aucunement. Bien, alors vous n'êtes pas de cette école. Là où je voudrais bien adresser une petite question. Pourquoi? J'ai remarqué que j'ai connu cet étudiant il y a 2 ans. Et en classe, ils sont nombreux. Je ne peux pas avoir l'occasion d'apprécier l'homme qui est derrière chaque personne. Et le travail qu'il a fait, c'est à travers ce travail qu'il a découvert qu'il est effectivement le sérieux, le respect, pas seulement le respect des hommes, mais le respect de ceux qui font. Je voudrais au passage féliciter ses parents qui ont su lui inculquer cette éducation. Particulièrement l'amour, la passion avec laquelle il a saisi ce travail. À un moment donné, je me suis posé la question de savoir est-ce qu'il est de cette communauté. C'est pourquoi j'ai posé la question. Et j'ai remarqué que c'est quelqu'un qui veut aller au fond des choses et qui s'occupe des plus petits détails. Je vois en lui, dans le futur, un enseignant, un chercheur, surtout un chercheur, parce qu'il nous a montré au cours du travail qu'il a fait qu'il s'accrochait aux choses et voulait nécessairement voir ce qu'il y a derrière et quelle est la solution qu'on peut. Et qui plus est, je me suis rendu compte que depuis, ça fait 22 ans que je suis dans cette école. C'est la toute première fois qu'un étudiant regarde ou bien apprécie ou bien appréhende, voilà le mot que je cherchais, le problème de financement autrement. Il a abordé de façon digne et nationaliste. Ça aurait été d'autres personnes, on nous aurait alignés, il faut voir l'AFD, il faut voir telle personne, il faut voir telle personne. C'est un site très important. On cherche même à inscrire au patrimoine de l'UNESCO. Mais l'étudiant s'est dit, qu'est-ce que nous avons au niveau du Bénin comme financement avant de tendre la main? Voici tous les hommes africains peuvent se comporter, les responsables africains peuvent se comporter comme ce monsieur. Moi que peut-être on dirait un peu plus de là. Hein? Bien entendu, il y a un budget qui est disponible, il a su l'exploiter. Peut-être que sur le plan technique, il y a eu quelques erreurs d'appréciation, mais je pense que le fait d'avoir traité le problème de façon digne et responsable et surtout nationaliste est un plus qu'il faut lui ajouter. Sincèrement, je pense que, mon humble avis, c'est un travail qui n'est pas mauvais. Merci. Merci. Merci d'abord à l'assistance d'avoir suivi avec assiduité et silence ce brillant exposé. Je ne sais objectivement pas ce que l'on peut dire après ce que les membres du jury et surtout les encadreurs viennent d'exprimer. Mais, cher professeur, avant qu'il ne fasse la recherche, il faut déjà qu'il passe le cap de son passage. Donc nous allons nous retirer pour apprécier ce travail. Voilà, non, on a aussi annoncé un cours free, il n'est pas là. Mais il n'est pas là. Donc je disais qu'on va se retirer pour apprécier maintenant le travail académique de ce sujet. Moi, ce qui m'a aussi le plus touché, c'est qu'il ait eu une pensée pour le professeur Alfred Erasmus Kodjo Sedo. C'est aussi, je sais pas, une touche personnelle, n'est-ce pas, qui le distingue d'un certain nombre de candidats, sans oublier justement l'approche de financement endogène que vous avez aussi bien souligné. Je sais pas, on ne peut pas le couvrir d'éloges, sinon on va imaginer, n'est-ce pas, l'appréciation que nous avons donnée, mais je crois qu'il fait vraiment la fierté de Léamo, la fierté de l'Afrique.
Et il s'inscrit en droite ligne de l'exposé magistral qui nous a été fait hier dans la salle sur la formation de l'architecte d'aujourd'hui pour l'Afrique de demain. Voilà, encore une fois, toutes nos félicitations, surtout aux parents. Bravo, vous avez fait ce que vous devez faire. Voilà. Merci à vendredi. Merci. C'est bon. Papa, je vais rester ici. C'est bon. Après moi ça non, on prend de coups, il m'a pas tout blé. Ok, et j'étais à la soutenance de Monsieur Fagla et je pense que ça s'est très bien passé et j'ai aimé quand même cette diversité qu'il y a au sein de l'école et cette diversité qu'il y a eu au cours de sa soutenance. Franchement, c'était bien, c'était un sujet bien maîtrisé et tout le monde a même compris parce que c'est pas facile souvent de comprendre à certaines soutenances. C'était vraiment bien. Oui, je peux dire que, en tout cas, il a été bien accompagné parce que n'oublions pas qu'ici on est à Lomé et nous on a quitté le Bénin, donc je pense que toute sa famille, de toute façon, ils ont quitté le Bénin, ils sont vraiment venus le soutenir. Et les parents sont vraiment à féliciter parce que c'est pas facile d'avoir un enfant qui a étudié à l'extérieur et donc vous êtes vraiment occupé jusqu'à, je pense que dans vraiment une grande école, une école africaine meilleure dans la sous-région en matière d'architecture donc et d'urbanisme. Donc c'est vraiment, les parents sont vraiment à féliciter pour tout l'effort qu'ils consentent dans l'éducation de leurs enfants et puis dans la profession de leurs enfants, pour le devenir de leurs enfants. Ils sont vraiment à féliciter. Donc déjà, nous sommes très fiers d'avoir pu apporter un plus vraiment à la contribution et à l'aménagement de Danvier. Et nous sommes aussi très impressionnés par les expériences dont ont fait bénéficier les membres du jury et aussi nos encadreurs. Nous sommes aussi très fiers d'avoir pu atteindre nos objectifs et nous pensons vraiment continuer dans la recherche pour encore valoriser ce travail. Quel mot vous voulez adresser à vos parents ou bien à vos amis qui ont assisté? D'abord, je voudrais dire que Dieu les bénisse. Je les remercie pour tout le soutien
pour tout l'encouragement et je leur promets que de belles choses encore pour le futur. Et ce n'est que le début du commencement en fait. Merci beaucoup. D'accord.